Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Sarah qui va nous raconter son histoire en 2 épisodes. Elle a choisi de commencer dans ce premier volet par son histoire médicale, le rapport à son corps et les limites qui lui ont été imposées physiquement. Ça l'a amenée à stopper vraiment pour faire une introspection vitale et essentielle. Elle a réussi à passer du fauteuil roulant à la pièce de théâtre où elle incarne enfin le rôle principal. Une étape indispensable pour repenser toutes les bases qu'il avait construites jusqu'à présent et se libérer d'un bout de son passé. Restez bien à l'écoute pour découvrir la première partie de son histoire et sa gourmandise. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello! Bienvenue à toi, Sarah. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui à mon micro, dans un cadre différent de nos précédents échanges. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à nous partager, que dans ta vie, tu as eu à traverser, à faire face à des moments qui étaient difficiles, qui étaient intenses et douloureux. Et tu as réussi aujourd'hui à tout traverser et même à en tirer des beaux apprentissages remplis d'or. Et tu vas tout nous raconter et nous expliquer comment tu continues de grandir, toi, aujourd'hui, dans ce que tu construis de ta vie à partir de tout ça. Et pour commencer, et pour que nos auditrices et que les croqueuses puissent te connaître un peu mieux, je te propose de te présenter brièvement, de nous dire qui tu es. Hello Pauline, je m'appelle Sarah, donc voilà, j'ai 44 ans et j'ai 3 grands-enfants déjà adultes. Et j'adore la musique, j'adore le dessin, j'adore la nature, marcher en montagne ça me revigorise. Je suis très solitaire, mais j'ai beaucoup d'humour quand on me connaît bien, quand je suis à l'aise surtout. Et voilà, j'habite à Genève, j'ai fait du piano, du violoncelle. En fait, je suis assez multipotentielle, j'aime beaucoup de choses, je suis curieuse de tout. Donc voilà, je croque la vie à pleines dents. Merci beaucoup Sarah, tu es une vraie croqueuse. Et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, qu'on sait que tu es multipotentielle, que tu es musicienne et à la fois solitaire et que tu te ressources dans la nature, est-ce que tu peux nous dire, toi, l'épreuve que tu as envie de partager, de nous expliquer aujourd'hui avec les étapes aussi par lesquelles tu es passée, que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur ce podcast? Alors oui, j'ai passé pas mal d'épreuves, mais c'est vrai que pour aujourd'hui, j'en sélectionne une, vraiment particulièrement. Donc, j'ai eu une maladie invalidante pendant 12 ans. Donc, je venais d'avoir juste 30 ans, et suite à un virus d'Epstein-Barr, très courant, mais en 2009, donc j'étais très très malade en fait, et j'ai développé une encéphalomyélite myalgique suite à ce virus. J'étais essentiellement alitée, voilà, en quasi-permanence. Et même au bout de 3 ans, donc j'ai fini en fauteuil roulant électrique. Donc j'avais vraiment plus aucune force, j'avais perdu tout et toute mobilité. Pour mon cerveau, c'était pas mieux parce que pendant des années, j'arrivais même plus ni à lire, ni à écrire, ni à jouer du piano, ni rien. Tout ce qui faisait ma vie, en fait, globalement, j'ai dû arrêter. Ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. 12 ans, c'était très 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 long. C'est très long quand on vit au jour le jour. Devoir choisir entre se doucher ou faire à manger et quand on peut basiquement rien faire parce que même regarder Netflix c'est pas possible. Vraiment une épreuve où on est dépouillé de tout ce qu'on pense être ou faire en fait, surtout. Je me suis défaite du faire en fait et j'ai dû apprendre à rentrer dans l'être. Oui. Et du coup, en fait, tu dis que c'est avec un virus que tout a commencé et tu parles au passé. Ça veut dire que aujourd'hui tu en es sortie? Alors j'en suis sortie, je remarche. Je remarche parfaitement. J'ai encore quelques soucis cognitifs, voilà, j'ai l'énergie encore limitée. J'apprends à vivre avec
puis et à tirer le meilleur profit tout en respectant voilà mon rythme à moi en fait. Le virus a déclenché les choses, mais la cause est très multiple et on en parlera aussi. Ok. Donc ça, c'était quand tu avais 30 ans. Et donc, ça a été assez soudain, assez rapide pour être rapidement alité, de ce que j'entends. On appelle ça la maladie du baiser. Au début, on dort tout le temps, etc. Et puis je me dis, bah ça va passer, forcément, ça va passer. Et ça passe pas, quoi. Au bout de quelques années, ça passait pas. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, en fait. Et il m'a fallu du temps pour apprendre déjà ce que c'était. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça? C'était la question, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Ok. Et du coup, comment t'as réagi en fait? Parce que tu dis que au départ t'as pas compris ce qui t'arrivait, que t'étais persuadée que ça allait passer, mais que au bout de quelques mois, quelques années, t'as compris que ça passerait pas. Comment t'as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Au tout début, je me disais bon bah j'arrive plus à rien faire, autant que je meure. Enfin, ça sert à rien que je vive encore. Je peux rien faire. Et puis j'ai dû apprendre que justement ma vie avait une valeur intrinsèque en fait. J'existe, et donc je peux vivre en fait. Au bout de quelques années, j'ai commencé à être plus dans l'acceptation, on va dire, de ce qui est, et j'ai voulu un peu contrôler les choses aussi. Je me suis renseignée, donc j'ai pris des médecins, des forums, etc. Savoir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire de ça? L'idée, c'était pas mal d'apprendre à vivre dans ses limites et à essayer de les augmenter petit à petit. Mais déjà, accepter ses limites. Pour moi, c'était très, très dur d'accepter mes limites parce qu'elles étaient très intenses, ces limites. Je pouvais basiquement rien faire. Donc, voilà, rester dedans, c'est compliqué. Et j'ai dû apprendre à gérer ces limites et à les étendre petit à petit, accepter de ne pas me focaliser sur ce que je pouvais plus faire, parce que la liste était vraiment trop longue, mais à me focaliser sur ce que je pouvais encore faire. Et ça m'a énormément aidé, et je pense que ça a permis que je tombe pas en dépression, parce que je voulais garder sur la vie, en fait, sur qu'est-ce que je peux encore faire avec mes petits moyens, de rien du tout, qu'est-ce que je peux faire. Et en même temps, ça porte un sens de contrôle. Face à tout ça qui nous échappe, tout le corps qui nous échappe et tous ces symptômes, au moins je pouvais contrôler un peu quelque chose, au moins je pouvais contrôler la manière dont je percevais ça, dont je le vivais et dont ce que j'allais faire de ça en fait. Est-ce que tu as identifié les répercussions que ça a eu sur ton corps ou ta façon de le vivre à partir du moment où tu es rentré dans cette façon de voir les choses, ce sur quoi tu te focalisais, ce que tu pouvais faire au lieu de ce que tu ne pouvais plus faire? Comment est-ce que ça a eu une répercussion sur ta vie concrète, le fait de voir les choses sous cet angle-là? Alors par rapport à mon corps, c'était compliqué parce que j'en voulais à mon corps en fait. Il me trahissait, il m'abandonnait et j'essayais de le forcer quand même si j'essayais de respecter ses limites, j'essayais quand même de le forcer en me disant non mais tu vas pas rester là quand même. C'était des années assez conflictuelles de manière interne en fait, parce que j'étais poussée entre la vie de vouloir dire à mon corps non mais vas-y quoi. Et en même temps d'apprendre à respecter là où j'étais là maintenant. C'est plutôt dans les 3-4 dernières années où j'ai appris à faire la paix avec mon corps et où j'ai réalisé que en fait je lui en voulais terriblement. Et j'ai demandé pardon à mon corps en fait de le maltraiter comme ça, où j'ai fini par faire la paix en fait et dire mais non, tu es mon meilleur allié en fait. Je pensais que tu étais mon pire ennemi parce que tu me trahissais. Je me sentais trahie et de là je me dis non mais tu es mon meilleur allié. Et j'ai dû apprendre à faire la paix avec mon corps, à l'écouter, alors qu'on m'avait appris de surtout jamais s'écouter. C'était un long apprentissage, mais c'était une leçon importante. Oui, et du coup, j'imagine que passer de mon corps est mon pire ennemi, allez, bouge-toi, c'est terrible, tu peux plus bouger, tout ça, à ben merci, j'écoute mon corps, je fais avec mon énergie, et finalement c'est mon meilleur allié. J'imagine que il y a eu plein d'étapes et que tu as essayé des choses. Par où tu es passé toi pour réussir à avoir ce discours-là, ce regard et à demander pardon à ton corps?
En fait, j'ai dû apprendre à accepter mes limites. Et ça, c'était le plus dur, l'acceptation de mes limites, parce que je voulais, en fait, au fond, être une superwoman, à tout faire, à tout réussir, à être capable de tout. Pendant 10 années, j'ai bataillé pour montrer ma force, être dans ma force. Et je pense que l'élément clé a été d'accepter ma faiblesse, d'accepter la faiblesse de mon corps, de là où il est maintenant. J'ai dû accepter tout ce que j'avais vécu aussi avant, tout ce que je vivais, et mes faiblesses psychiques aussi, et dire non mais je suis faible en fait. J'ai mes failles, j'ai mes faiblesses, et j'ai dû les accueillir, les accepter, réaliser qu'elles sont là, et les prendre. À partir du moment où j'ai pu accepter que j'étais faible, alors là, ça a été un tournant pour finalement, paradoxalement, reprendre des forces. Et parce que j'ai pu rentrer dans cette acceptation profonde de qui j'étais et pas comme j'aimerais être. On a envie toujours de montrer le meilleur de soi et j'ai dû apprendre à dire non mais c'est pas comme ça que je sais en réalité. Et d'accepter ce concret, voilà, là où j'en suis maintenant et que j'ai besoin d'aide, que je peux pas faire la forte tout le temps comme ça. Je m'autodétruis en fait. Et du coup, d'accepter ça, d'accepter ses limites, ça a été, je crois, le plus dur. Et c'est pas encore toujours facile. Mais je pense que c'est vraiment la clé qui a permis d'amener à faire la paix avec mon corps. C'est d'accepter là où il en est, là, maintenant. Oui, d'accepter cette réalité. Je suis faible. Voilà. Oui, donc en fait, par rapport à ce que tu partages, accepter aussi ta faiblesse, moi j'aime beaucoup dire la vulnérabilité, c'est un mot que je trouve très poétique et qu'on a aussi, je trouve, beaucoup de mal à accepter parfois pour soi-même. J'ai déjà partagé des choses là-dessus sur les réseaux, sur la puissance de la vulnérabilité, qui pour moi est une force incroyable. Et à partir du moment où on accepte cette vulnérabilité-là, de nouveau, on peut s'asseoir aussi dans sa puissance. Et ça me plaît beaucoup cette idée. Mais c'est un cheminement qui est compliqué, pas évident à avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait que tu as réussi à accepter ces limites, à accepter ces faiblesses dont tu parles, cette vulnérabilité dont moi je viens de parler? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là autour de toi, qui ont gravité, des aides extérieures que tu as pu avoir, des lectures qui t'ont aidé à faire cette prise de conscience-là, qui clairement t'a aidé dans ta vie, ta reconstruction et pour pouvoir t'en sortir? Alors, c'est un chemin que j'ai fait extrêmement solitaire. Déjà, de base, je suis très solitaire, donc bon, j'ai l'habitude. Mais là, c'est vrai que c'était des années vraiment de désert. Je pouvais pas sortir, enfin, un peu avec la chaise roulante, mais vraiment les environnements dans lesquels j'étais, être malade, c'était très mal vécu. Donc, j'étais pas comprise, donc j'étais assez rejetée, du coup. Donc, j'ai vu basiquement quasiment personne pendant 12 ans. Du coup, c'est un chemin que j'ai fait vraiment toute seule, en fait. Et lire, pas tellement. Je pouvais pas. C'est aussi ma foi personnelle, en fait, qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est quelque chose qui m'a vraiment ancrée. Et sans ça, je dois dire, je sais pas où je serais aujourd'hui. Après, comment j'ai pris la conscience d'accepter mes faiblesses, c'est difficile. J'arrive pas à retracer forcément un moment, un endroit ou une prise de conscience. Il y a un verset qui dit arrêtez et sache que je suis Dieu. C'est de s'arrêter. Et moi, j'ai toujours envie de bouger, de faire partout, de contrôler, de faire. Et j'ai réalisé avec cette petite phrase que je m'agitais un peu comme une fourmi, que j'essayais de maîtriser l'immaîtrisable, que j'essayais de contrôler l'incontrôlable. Et ça m'a fait en fait réaliser que je devais lâcher prise. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup apprendre, je dois encore apprendre. Et te dire, mais il y a quelque chose au-dessus et qu'on ne sait pas. Accepter de pas savoir, moi qui aime savoir tout, qui suis curieuse de tout, qui aime apprendre tout, qui aime savoir tout sur tout, de réaliser non mais je ne sais pas. Et d'accepter, de dire je ne sais pas, je ne peux pas, et j'arrête, je me mets en pause. C'est dur d'être en pause parce qu'on se sent hors du monde. En tout cas, ça m'a aidé vraiment à prendre cette conscience-là, de m'arrêter. Là, j'avais été arrêtée involontairement, et de faire ce pas, de m'arrêter moi volontairement dans toute mon agitation intérieure, dans tout ce qu'il y avait pour, ok, je lâche prise en fait, je lâche ce contrôle et je regarde ce qui se passe.
Ça me fait beaucoup penser à des retraites méditatives où finalement, il se passe plus rien autour. Il y a plus de sollicitations, il y a plus de lecture, il y a plus d'images, il y a plus de parler non plus en fait. Quand tu pars par exemple en retraite de méditation, que tu te retires dans un temple, et chez les moines bouddhistes, etc., ça me fait beaucoup penser à ça pour pouvoir être à l'écoute, en fait, de sa voix intérieure, à l'écoute de son âme, de la voix de son cœur et de ce qui est vraiment juste quand on stoppe cette agitation mentale, extérieure aussi. Et en fait, finalement, ton corps a été l'élément déclencheur, a été celui qui t'a forcé à aller regarder à l'intérieur de toi, à faire pause et à te mettre en silence, en fait. C'est exactement ça. Et la spiritualité, peu importe comment on la vit, en fait, ça nous amène à ça. Et oui, la maladie m'a obligée à m'arrêter concrètement et à me retrouver à faire un chemin vers moi-même. Et je pensais qu'il y avait rien parce que c'était le désert. J'étais dans le désert. Et on a l'impression qu'il y a rien. Mais en fait, dans le désert, il y a une vie très riche. Il y a une faune, il y a une flore. Il se passe beaucoup de choses dans le désert. Quelque chose que j'ai appris. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de richesses intérieures. Il y a beaucoup de choses en moi qui étaient mal construites, qui a été, voilà, par pas mal d'années d'abus, de dysfonctionnement, et de réaliser que ça, au final, c'était un château de cartes. Et avec cette maladie, cet arrêt, j'ai dû tout stopper. Je dis non, mais ça fonctionne pas en fait. Et je savais pas quoi faire avec ça. Je savais que ça ne pouvait pas continuer. On fait un château de cartes, puis là on dit ok, les cartes elles sont par terre. Je les pose. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment on remonte? Donc ça a été aussi tout un chemin, mais d'être en pause, quelque part, c'était ce qui m'a permis de sortir vraiment de tous ces cycles et ces schémas dans lesquels j'étais pendant si longtemps. Donc, très involontairement, ça a été une bénédiction. Même si je le souhaiterais à personne quelque part, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment complètement changer. Hmm. Justement, je rebondis sur le fait que tu parles de cette maladie qui t'a permis un peu de mettre le projecteur sur tout ce que tu avais vécu avant et qui ne te convenait pas, dont il fallait absolument te défaire et que la maladie t'a permis ça. Je précise aussi pour toutes les croqueuses qui nous écoutent qu'on aura un deuxième épisode ensemble où tu nous parleras justement de cet aspect-là de ta vie. Et on a choisi aujourd'hui ensemble d'aborder d'abord sous l'angle du corps, de la maladie, qui dit stop pour aller révéler autre chose et ensuite pouvoir reconstruire. Ouais, exactement. C'est vraiment les premiers signes d'appel. En fait, mon corps est très intelligent, beaucoup plus que moi, beaucoup plus que mon mental, de tout ce que j'aimerais faire. En fait, c'est mon corps qui est toujours le premier à dire stop. Même encore là, il y a encore 6 mois, j'ai fait un burn-out. Mon corps a dit stop. Et j'ai réalisé des choses, j'ai fait des prises de conscience. Et grâce à ce stop, j'ai pu prendre des décisions radicales, mais quelque part, ça m'a permis de me sauver vraiment de situations très abusives, très délétères, en fait, qui m'amenaient dans une maladie, dans une mort, en fait, quelque part, intérieure. Et la maladie, au final, c'est ce qui m'a révélé, ça a été le symptôme, en fait, de ce qui n'allait pas. Et c'était important et c'était un gros chemin de me reconnecter à moi, à mes émotions, à qu'est-ce que mon corps me dit. Qu'est-ce que mes émotions me disent? J'étais tellement déconnectée complètement de mon corps, de mes émotions, que je ne savais même pas ce que je ressentais. Quelles émotions je vivais. J'étais tellement très très loin. Et ça a été un long chemin, un gros chemin de retour justement vers moi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je pense? Et c'était pas facile parce que je vivais encore à ce moment-là dans un environnement très toxique et abusif. Donc j'ai dû faire ce chemin à couvert, on va dire. Et j'étais encore pas mal dans le déni aussi à ce moment-là. Donc ça a été tout un chemin de réalisation aussi de ces croyances que j'avais normalisées, de ces abus que j'avais normalisés, pour dire non mais stop, c'est pas normal. Et c'est mon corps quelque part qui a dit c'est pas normal en premier. Et après, j'ai pu prendre conscience, grâce à mon corps, que, en fait, il y a, voilà, d'autres choses qui sont pas normales. Ouais. Donc du coup, ce que j'entends là dans ton histoire, c'est que à 30 ans, ce virus est installé et t'as fait doucement plonger en t'immobilisant, en te forçant à t'immobiliser et que t'as d'abord lutté
et chercher à compenser et à garder le contrôle à tout prix, jusqu'au moment où t'as totalement lâché prise et t'as accepté, t'as fait pause, t'as fait le silence, t'as été à la rencontre de toi, t'as mis en lumière certains gros dysfonctionnements pour lesquels t'avais envie aussi de donner une nouvelle réalité. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Au moment où tu as cette prise de conscience que tu es dans cet environnement toxique et tu avances à couvert, qu'est-ce qu'il se passe pour toi par rapport à ton corps? Tu dis qu'aujourd'hui tu marches mieux. Entre la prise de conscience et aujourd'hui, d'un point de vue corporel, médical et santé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc là, du coup, on arrive un peu. Donc j'ai fait ce chemin intérieur où je suis devenue quelque part une femme debout intérieurement déjà, où j'étais fortifiée intérieurement. J'ai pu commencer déjà à avoir plus d'estime de moi, d'amour pour moi-même, déjà plus en écoute avec moi-même, avec qui je suis, mes émotions, etc., mon corps. Et j'ai pu donc justement prendre la décision radicale, de l'occurrence de quitter mon mari et de me lancer dans le vide. Déjà de prendre la décision de dire bon c'est fini. Et ça m'a honoré moi, mais c'était ou ça ou on sentait bien que quelque part j'allais mourir, c'était la fin. Cette décision radicale et en disant non, de mettre les limites, de dire non, de poser ce non, de partir. Au niveau médical, j'étais au bout de tout, au bout du rouleau, au bout de tout. J'ai passé un mois à l'hôpital. Donc, j'ai commencé des traitements pendant des mois. Mais en fait, de partir, j'ai pu être dans un environnement sécure. Et là, j'ai réalisé, en fait, mon corps est bien fait. Il est en guérison permanente, en fait. Mais j'étais tellement dans un état de survie que mon corps ne pouvait pas s'auto-guérir. Et du coup, d'être en sécurité, en bout de quelques mois, j'ai commencé à remarcher doucement, déambulateur, ensuite avec les cannes et tout, jusqu'au jour merveilleux où j'ai fait mes premiers pas sans les cannes, sans rien. Et puis voilà, encore quelques mois plus tard, j'ai regrimpé une montagne. Et puis maintenant, je marche sans souci. Et ça, comme dit mon médecin, médicalement, vous avez pris la bonne décision, madame. Ne serait-ce que pour votre santé, c'était ce qu'il fallait faire. J'ai dû apprendre que mon bien-être à moi était important, que mon corps est important, que ce que je ressens est important. Ça a toujours été invalidé, en fait. Le corps, c'est pas grave, faut avancer, la vie, c'est souffrance. J'ai appris, il faut pas s'écouter. C'est tous les discours que j'ai appris. Chochotte, non, mais ça, ce que tu penses, c'est n'importe quoi, faut pas t'écouter, c'est moi qui ai raison, de toute façon. Et c'était de me retrouver, moi, en fait, dans ce que je suis, de valider qui je suis, valider mon corps, valider mon bien-être. C'est important. Et d'accorder de l'importance à moi, en fait. Et ça, c'était un gros chemin. Dans mon nouvel appartement, je mets que des choses qui me font du bien, qui m'inspirent, que je trouve jolies, qui m'apaisent. J'ai vraiment fait mon petit nid, mon petit cocon. C'est là où je retrouve des forces, où je grandis et je cultive tout ce qui me fait du bien. À l'œil, à mes sens, à mes oreilles. Et je crée autour de moi un environnement qui me fait du bien. Et ça, c'est mon point précieux, en fait, que je cultive avec grand soin. C'est mon environnement, que ce soit des personnes, que ce soit mon environnement physique, les activités que je fais. C'est de vraiment être attentive à est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me met en joie. Pour moi, avant, c'était futile. Maintenant, c'est devenu vital et essentiel. Ouais. En fait, dans ce que tu partages là, j'ai une métaphore qui me vient en lien avec le théâtre. C'est comme si, jusqu'à présent, tu obéissais aux ordres d'un metteur en scène et que tu jouais un rôle et qui te convenait pas et sur lequel tu t'éteignais petit à petit. Sauf que là, tu es à nouveau l'actrice, mais de ta vie, la metteuse en scène, et du coup, c'est toi qui choisis tous les décors et tout ce qui te fait du bien pour te sublimer toi, comme l'actrice, en fait, avec le projecteur qui est en plein sur toi, pour que, de nouveau, tu puisses être sur les planches de ta vie. C'est totalement ça, en fait. Quelque part, jusqu'à présent, j'étais spectatrice ou actrice second rôle, voire troisième ou dixième rôle, ou figurante de la vie des autres. En fait, ma vie n'avait de sens qu'en fonction de ce qu'elle servait aux autres, qu'elle était utile aux autres. J'ai adapté, glissé dans ce que les autres attendaient de moi. Je l'ai fait avec, tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est normal, tout ça. Et je suis devenue vraiment actrice de ma propre vie.
Et ça a été un apprentissage pour moi de dire, mais je suis le premier rôle. Mon Dieu, les projecteurs vont être sur moi, au secours, c'est flippant. Mais on va me voir. Et j'ai dû aussi faire la paix avec ça et de dire, oui, on va me voir. Et je deviens actrice et je prends mes décisions, je suis responsable. Et oui, j'ai le droit d'écrire le rôle que je veux pour ma vie, de dire, mais oui, je veux être dans la lumière, j'ai toujours voulu me tapir dans l'ombre, être la petite souris, là, qui aide, qui agit. Et voilà, les petits oiseaux qui habillent Cendrillon. Non, mais Cendrillon, c'est moi, mais dans la version belle robe, en fait. Ouais, c'était tout un chemin d'accepter d'être actrice, c'est exactement ça. Du coup, on arrive au bout de cette partie d'interview, en tout cas de ce que tu nous partages aujourd'hui sur ton corps. Même si on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur un autre aspect de ta vie extrêmement important, qu'on avait envie ensemble de pouvoir mettre en lumière aussi, sur lequel mettre les projecteurs sur un nouvel épisode de podcast. Si là, sur cet aspect, le parcours et la relation à ton corps avec ce qu'il t'a fait subir et ce que vous avez vécu ensemble et ce que vous avez reconstruit ensemble, si tu devais conclure par un mot ou une phrase, ce serait quoi? Alors la phrase que je dirais, c'est que je suis comme un vase kintsugi qui a été brisé et recollé. Et dans les fissures, les brisures ont été soulignées avec de l'or. C'est vraiment une image qui m'a vraiment marquée. Et mes lignes de faille sont devenues mes lignes de force. Et je suis devenue restaurée et épanouie. Waouh, j'adore. C'est exactement ce que tu fais, Sarah, dans la vie. Tu vas pouvoir nous partager ça. Je propose que le fameux quiz gourmand de fin, eh bien, on le fasse au 2e épisode, parce que là, sinon, on aura 2 fois tes gourmandises, même si peut-être qu'entre-temps, elles auront changé. Je propose qu'aujourd'hui, tu nous partages ce que tu fais professionnellement pour qu'on puisse te retrouver aussi sur les réseaux sociaux et Internet et autres. Alors donc, je suis artiste, non seulement de ma vie, mais artiste dans la vraie vie. Et je fais l'artiste en résilience, en fait. Je peins la résilience avec l'art kintsugi, donc l'art de joindre avec de l'or. Donc, je le fais pas sur la céramique, mais en peinture. Et j'ai vraiment à cœur d'encourager les femmes, en fait, dans leur processus de résilience. Je fais pas de coaching, d'accompagnement, ni rien. Mais je veux juste inspirer, en fait, d'autres femmes qui passent par des souffrances ou des épreuves, des difficultés, simplement à continuer, oui, à les inspirer, en fait, dans leur parcours. Et voilà, et on peut me trouver sur www.arkintsugi.com ou sur Instagram aussi, arkintsugi-en-bas. Super. Et je mettrai tous les liens aussi dans la description de l'épisode pour qu'on puisse cliquer rapidement et facilement dessus et découvrir toutes les merveilles que tu fabriques, que tu construis, que tu imagines et que tu façonnes, et qui sont tellement en lien avec ton histoire de vie et avec le beau que tu recrées à partir des brisures, sans gommer, sans effacer, mais bien en sublimant. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis ravie de te retrouver dans 2 semaines, Sarah, pour la suite de ton histoire. Je me réjouis aussi. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration
et de bonne humeur.